Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire sur l'égalité professionnelle. Bien négocier l'égalité professionnelle, c'est possible, qui vous est proposé par Sextant Expertise. On sera avec vous pendant environ 1 heure et demie. On fera une pause au milieu pour prendre vos questions et une pause à la fin. Donc n'hésitez pas à poser vos questions tout au fur et à mesure de la présentation dans le chat. Nous les prendrons sur ces temps dédiés. La présentation, va se dérouler donc, sur, 3 parties. On vous présentera dans une première partie les évolutions de la loi sur la question de l'égalité professionnelle. Dans une seconde, on abordera un bilan finalement du dialogue social et de son, efficacité, sur la négociation de l'égalité professionnelle. Et dans un troisième temps, nous vous donnerons des clés pour bien réussir votre négociation, sur cette thématique. J'attends de vérifier que vous entendez bien le son avant de commencer la présentation. N'hésitez pas à me le dire. Super. Alors, je suis Eve Le Charbonnier, donc je suis votre hôte pour ce webinaire. Je suis consultante senior chez Sextant Expertise. Sextant, c'est un cabinet qui accompagne et conseille les comités sociaux et économiques au sein des entreprises, ainsi que les organisations syndicales qui y sont représentées. Je fais partie d'une équipe de 35 spécialistes sociaux qui vous aident à agir sur la rémunération, l'emploi, la formation, la gestion des emplois et des parcours professionnels. Et nous sommes également habilités à accompagner donc les CSE sur les aspects santé, sécurité, conditions de travail, pour vous accompagner en cas de risque grave, sur les projets importants et également sur la négociation à l'égalité professionnelle, qui est la thématique du jour. Je suis accompagnée aujourd'hui d'Olivier Kuhn, à qui je vais laisser la parole pour cette première partie. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Olivier Kuhn, donc je suis aussi donc consultant senior au sein de notre pôle RH et responsable donc d'une filière sur cette thématique. On travaille particulièrement sur les sujets de rémunération et d'égalité professionnelle. Et donc, j'ai le plaisir d'accompagner Eve pour cette présentation. Voilà, donc ce qu'on vous propose, c'est juste une petite introduction sur le cadre légal de l'égalité professionnelle en entreprise et ses évolutions. Voilà, donc effectivement, la question générale du droit des femmes et de la question de l'égalité professionnelle est un combat de longue haleine qui commence seulement, on pourrait dire, au XXe siècle sur la question des droits civiques et politiques, qui était un préalable quand même à la question de l'égalité professionnelle au sein des entreprises. Et à partir effectivement seulement de 1972, des premiers textes légaux qui encadraient la question donc, de l'égalité entre les femmes et les hommes, et essentiellement, dans un premier temps, du point de vue de l'égalité des rémunérations. Avec quelques dates repères qu'on a notées là, comme en 1903, l'obligation pour les entreprises de produire un rapport de situation comparée. Je rappelle aujourd'hui que ce document en tant que tel, comme le bilan social, n'est plus obligatoire. En fait, on va retrouver tous ces indicateurs dans la BDESE, la base de données sociales et économiques des entreprises. Il y a eu donc d'autres avancées en 2011 sur la question du quota au niveau des conseils d'administration. En 2014, une loi plus spécifique d'égalité réelle entre les hommes et les femmes. En 2018, un point important, on reviendra dessus tout à l'heure, sur la question de l'index. Et en 2021, donc une nouvelle loi, la dite loi Rixain, qui se mettra en œuvre progressivement sur les obligations de quotas dans les comités de direction. Plus spécifiquement sur notre sujet, donc sur la question de la place du dialogue social sur le thème de l'égalité professionnelle, le point marquant en fait qui formalise l'obligation de négocier sur ce sujet-là est aussi très récent, c'est la loi Rebsamen de 2015 qui institue donc d'un côté des consultations obligatoires au sein du CSE, mais aussi donc des thèmes de négociation obligatoires au sein de l'entreprise, qui sont au niveau de 3, je le rappelle. Le premier, historiquement le plus connu, les NAO, rémunération, temps de travail, partage de la valeur. Un autre sur la GEPP pour les entreprises de plus de 300 salariés, qui d'ailleurs, même si on n'en parle pas là, peut aussi, lui, intégrer des points relatifs à l'égalité professionnelle, notamment s'agissant des parcours professionnels.
on le verra un peu plus tard, et une négociation spécifique sur l'égalité professionnelle, hein, donc obligatoire, a priori à défaut d'accord annuel, qui porte non seulement sur l'égalité professionnelle, mais aussi sur ce qu'on appelle aujourd'hui la QVCT, donc qualité de vie et conditions de travail, qui était aussi un petit peu modifiée la suite à la loi santé, avec la notion comme plus précise de conditions de travail. Et là aussi, on verra que le lien, pas forcément évident, pourtant est intéressant pour appréhender la problématique dans son intégralité. Les autres points importants sur ces aspects légaux, on l'a dit avant, c'est vraiment la mise en place de l'index égalité femmes-hommes à partir de 2019, qui, même s'il a des limites, de notre point de vue en tout cas, constitue en tout cas un premier socle normatif de comparaison et de pondération de la situation de l'égalité professionnelle et des écarts entre les femmes et les hommes. Et il y a donc aussi tous les sujets en lien effectivement avec le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, qui donc qui a permis de mettre en place des moyens de prévention et de sanctions renforcées. Enfin, comme on l'a dit avant, donc la loi Rixain, le dernier texte en date, prévoit donc la mise en place de quotas progressifs dans les instances dirigeantes des entreprises. Donc, en fait, et ça va être là tout l'enjeu de notre propos, que va dérouler ensuite. Aujourd'hui, donc, le cadre légal va définir des grands principes, mais très peu finalement de points contraignants ou de précisions. Donc, le champ de la négociation est assez large et il relève, ce qui est d'ailleurs un peu dans la logique des ordonnances Macron et de l'inversion de la hiérarchie des normes, de placer vraiment l'accord d'entreprise au cœur de la norme de l'entreprise. Ça va être vraiment tout l'enjeu de l'accord d'entreprise, de fixer le cadre précis, le plan d'action, les objectifs, les constats sur la base de ces grands principes. Donc là, on les a cités de manière schématique, en tout cas ce qui est cité dans le Code du travail, qui va être un peu le socle sur lequel doit se baser une négociation sur un accord, en vue de signer un accord sur l'égalité professionnelle. Donc, il y a la question effectivement de la discrimination à l'embauche, qui rejoint de manière plus globale la question de la mixité dans les métiers. Il y a la question, bien entendu, de l'accès à la formation professionnelle, et on le verra, c'est un sujet important en lien avec la question des parcours professionnels et de manière sous-jacente, les besoins de briser, quand il y en a, des plafonds de verre. Il y a bien entendu la question de l'égalité salariale, sur le principe fondamental basé sur le principe fondamental du Code du travail, à travail égal, salaire égal. Il y a la question du déroulement des carrières sans discrimination. On rejoint ce sujet fondamental du plafond de verre et la prévention du harcèlement sexuel. Voilà un petit peu le socle du Code du travail qui va permettre de tracer un peu les contours d'un projet d'accord sur l'égalité professionnelle. Alors, ce qui nous paraissait important de faire dans ce contexte, c'est évidemment de faire un bilan sur les résultats du dialogue social sur ces dernières années. Est-ce que ça s'est montré dans ce contexte, effectivement, un outil efficace pour faire progresser l'égalité femmes-hommes en entreprise? Et pour ce faire, ce que nous avons fait, c'est que nous sommes intéressés aux derniers accords qui ont été signés entre 2018 et 2022. Donc, en partenariat avec le cabinet SIA Partners, nous avons analysé plus de 13 200 accords sur l'égalité professionnelle, signés sur la période, à l'aide notamment d'algorithmes de collecte automatique de la donnée. Donc, nous avons pu aller investiguer sur les sujets traités par ces accords, la manière dont ils sont traités, les signataires. Et nous avons accompagné cette analyse de 13 200 accords d'entretien avec des experts de l'égalité professionnelle. Nous sommes allés interroger par le biais d'entretiens semi-directifs des acteurs issus des milieux syndicaux, associatifs, de la recherche, ainsi que des directions d'entreprise qui sont engagées sur le sujet de l'égalité professionnelle. Et nous en avons tiré 12 enseignements. Alors, pour commencer, les premiers enseignements que nous avons tirés sont sur, effectivement, les signataires des accords sur l'égalité professionnelle. Le premier constat, c'est celui d'une sous-représentation des PME dans la signature d'accords sur l'égalité professionnelle. Alors, 5% des PME ont signé des accords, c'est très peu, ça signifie que 95% des PME n'ont pas signé d'accord sur l'égalité professionnelle.
En réalité, cette statistique doit être mise en perspective, hein, puisque ce sont dans les PME qu'on observe la moins grande représentation syndicale. Et pour mémoire, l'obligation de négocier, notamment sur l'égalité professionnelle, vient avec la présence d'une section syndicale au sein d'une entreprise. En revanche, ce qui est intéressant à noter, c'est cette surreprésentation à la fois des entreprises de taille intermédiaire et des grandes entreprises dans la signature d'accords égalité professionnelle, et notamment cette statistique que vous pouvez, enfin cette statistique, ce chiffre que vous pouvez observer à droite, 4,5 accords égalité professionnelle sont signés en moyenne dans chaque grande entreprise. Sur une période de 4 ans, ça peut paraître beaucoup, mais en réalité, ce chiffre s'explique notamment par l'architecture, hein, de ces grandes entreprises. Vous avez communément un groupe dans lequel est négocié un accord groupe qui a vocation à donner les grandes orientations de la politique égalité professionnelle dans l'ensemble du groupe. Et puis des déclinaisons qui sont offertes aux différentes entreprises qui composent ce groupe, qui ont vocation à permettre d'adapter cet accord et ces grandes orientations sur le terrain, sur les problématiques réelles des différentes entreprises, avec un risque néanmoins qui est celui du nivellement des accords. Puisqu'effectivement, en offrant la possibilité à ces entreprises de négocier directement sur la base d'orientation commune, ce qu'on observe souvent, nous, hein, chez Sextant Expertise, c'est des accords qui sont quasiment identiques d'une entreprise à l'autre, qui prennent assez peu en considération les spécificités de chacune des entreprises. Et donc c'est ici effectivement le risque principal, hein, c'est un nivellement par le bas, d'offrir effectivement des possibilités moindres aux différentes entreprises d'adapter leur politique aux problématiques qu'elles rencontrent. Alors, outre ça, hein, il y a des avantages à cette déclinaison d'un accord groupe sur différentes entreprises. Effectivement, on peut ainsi mutualiser les compétences, les outils présents dans différentes entreprises, par exemple pour faire remonter les situations d'agissement sexiste ou de harcèlement, ou optimiser les budgets pour proposer des formations. Mais néanmoins, garder en tête ce risque, hein, effectivement, à la déclinaison et à la déclinaison des accords, au nivellement et effectivement au fait, et on y reviendra tout à l'heure avec Olivier, hein, que ces négociations ne soient pas ouvertes de bonne foi et menées de bonne foi. Second constat, sur les signataires des accords égalité professionnelle, une statistique qui peut paraître assez intéressante, assez inédite, c'est effectivement que le secteur de l'industrie est très largement surreprésenté dans la signature des accords égalité professionnelle. À l'inverse, par exemple, de l'hébergement et de la restauration. Si vous devez lire ce graphique à gauche, vous avez en orange le pourcentage des entreprises représentées dans chaque secteur, et en bleu le pourcentage des accords qui sont signés dans chacun de ces secteurs. Alors, sur le secteur de l'industrie et sa surreprésentation dans la signature des accords, on a une piste, hein, d'interprétation de cette statistique qui est effectivement que c'est un secteur qui est sujet davantage peut-être que d'autres secteurs à des questions de mixité, de parois de verre, des métiers qui peuvent être moins propice à l'absorption d'un public féminin, et donc effectivement là où des sujets d'égalité professionnelle pourraient surgir de manière beaucoup plus évidente que partout ailleurs. En revanche, gardez en tête effectivement ce que je vous ai dit dans le slide précédent. Les PME sont également les entreprises qui signent le moins d'accords en raison de la faible représentation syndicale au sein de ces entreprises. Et effectivement, c'était quelque chose qui pourrait expliquer la sous-représentation du secteur d'activité de l'hébergement, de la restauration ou des activités immobilières dans la signature des accords. Donc on est ici aussi soumis au fait que dans l'industrie, on observe des entreprises qui puissent être de beaucoup plus grosse ampleur que dans d'autres secteurs d'activité. Dernier enseignement sur la signature d'accords sur l'égalité professionnelle, c'est effectivement la représentation des différents syndicats dans la signature de ces accords. Sans surprise, la CFDT et la CGT signent plus de la moitié des accords conclus sur la période. Je dis sans surprise puisqu'effectivement, hein, c'est plutôt conforme à leur représentation dans les suffrages en France en pourcentage. On constate effectivement, hein, que l'ensemble des organisations syndicales signent des accords sur l'égalité professionnelle. Et d'ailleurs, autre information tirée de cette analyse des signataires syndicaux des accords,
on s'aperçoit que le consensus apparaît régulièrement sur le sujet de l'égalité professionnelle. Ce que je veux dire par là, c'est que les accords égalité professionnelle ont plus tendance à être signés que n'importe quel autre accord au sein de l'entreprise, sur les rémunérations, on en parlait tout à l'heure, sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, et cetera, et cetera. Notre étude, en tout cas, a permis de démontrer que, un consensus apparaît, plus facilement sur l'égalité professionnelle quand la négociation aboutit. En général, toutes les organisations syndicales signent. Enfin, puisqu'on en parlait tout à l'heure, avec Olivier, hein, sur l'apparition de la qualité de vie et des conditions de travail, dans le cadre notamment de cette négociation sur l'égalité professionnelle, on s'aperçoit, qu'entre 2018 et 2022, il y a une avancée, légère mais significative, de l'apparition de l'intitulé, QV, enfin du terme, de l'acronyme QVCT, dans l'intitulé des accords, sur l'égalité professionnelle, donc effectivement liés notamment à cette, loi santé, hein, de 2021 qui pousse à reconsidérer, les conditions de travail lorsqu'on aborde la question de la qualité, de vie au travail. Et donc c'est un domaine sur lequel effectivement, on peut faire avancer, des idées, progressistes. Alors pour quelles raisons? Notamment parce que dans les conditions de travail, on va s'intéresser à l'environnement de travail. Dans l'environnement de travail, ça inclut les questions effectivement, de sécurité. Est-ce que tout le monde bénéficie, de mêmes conditions de sécurité? Je pense par exemple effectivement au domaine de l'industrie. Est-ce qu'on a, des chaussures de sécurité pour tous, à toutes les pointures, femmes et hommes, et cetera? On va inclure également dans les conditions de travail la question des relations sociales, et donc notamment des agissements et du harcèlement, sexiste ou sexuel. On va, également s'intéresser au contenu du travail, à son intérêt, aux tâches rébarbatives, et donc à leur répartition entre les femmes et les hommes. Ce qu'on peut peut-être rajouter sur la question des conditions de travail, c'est aussi un point important qu'on verra tout à l'heure sur l'articulation des temps, Absolument. articulation vie professionnelle, vie personnelle, qui effectivement est un sujet, je dirais, à la croisée des questions d'égalité professionnelle et des conditions de travail. Oui, absolument. D'ailleurs, c'est quelque chose sur lequel, le 12e enseignement nous apporte, une information. L'articulation des vies, donc privées, et professionnelles est un sujet qui apparaît, qui émerge de façon, de plus en plus importante, hein, dans les accords. Enfin, alors effectivement, puisque, on en parlait tout à l'heure, hein, il nous a paru intéressant, malgré les défauts que peuvent présenter l'index égalité professionnelle, d'essayer d'analyser les, répercussions, en tout cas les évolutions de l'index et de la négociation, et leurs interactions. Le premier constat qu'on fait, c'est que, effectivement, l'État pousse les entreprises qui ont un score inférieur à 75 sur 100 à mettre en œuvre des plans d'action, et donc à négocier des accords sur l'égalité professionnelle. Et ce qu'on peut constater, la première chose, c'est que cette incitation, elle fonctionne. Les entreprises qui disposent d'un score inférieur à 75 sur 100 sont surreprésentées dans la signature d'accords. Et autre phénomène assez intéressant, c'est que les entreprises qui ont signé des accords sur l'égalité professionnelle ont des scores, à l'index qui sont plus importants que la moyenne nationale. À l'issue de ces 2 constats, ce qu'on peut, ce sur quoi on a observé une corrélation, hein, c'est effectivement que la signature d'un accord sur l'égalité professionnelle est propice à la hausse du score à l'index. Les entreprises qui signent des accords voient leur, score à l'index égalité professionnelle évoluer plus vite que n'importe quelle, autre entreprise qui ne signerait pas d'accord. On reviendra tout à l'heure un petit peu, hein, sur, les défauts, de l'index égalité professionnelle, sur le fait également qu'il ne faut pas, l'utiliser comme seul indicateur, de votre égalité professionnelle au sein de votre entreprise. Mais pour autant, cette corrélation nous paraissait assez intéressante. Alors, si on se penche maintenant plutôt sur les domaines, qui sont traités dans chacun des accords. D'abord sur leur volume. On en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure, mais lorsque vous négociez un accord égalité professionnelle, vous êtes soumis à une obligation qui est celle de négocier pour les entreprises, petites et moyennes entreprises. Vous êtes dans l'obligation de négocier au moins 3 des 9 domaines, présentés par le Code du travail. Dans les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises, vous êtes soumis à une obligation qui est celle de négocier 4 des 9 domaines, proposés par le Code du travail. Ce dont on s'aperçoit, c'est que, bon,
Une majorité d'entreprises, donc même une grande majorité d'entreprises respectent cette obligation et est présente dans son accord égalité professionnelle au moins autant de domaines que le légal l'impose. Mais on s'aperçoit aussi qu'une grande majorité d'accords présentent un nombre de domaines beaucoup plus important que l'obligation légale. C'est intéressant puisqu'effectivement, au cours de nos entretiens, on s'apercevait que nos interlocuteurs souhaitent effectivement ne laisser passer aucune discrimination, traiter l'ensemble des thématiques, essayer d'aller jusqu'au bout du problème. La difficulté étant qu'en choisissant un très grand nombre de domaines à traiter, vous risquez de rester superficiel, voire de ne pas traiter spécifiquement les vraies problématiques que vous pourriez avoir développées dans votre entreprise. Le conseil qu'on peut vous donner dans cette situation, c'est de vous concentrer peut-être sur quelques domaines qui ont un réel impact, de réelles répercussions sur l'égalité au sein de votre entreprise, avant de traiter effectivement l'ensemble des domaines prévus par la loi. Si on entre un peu plus précisément sur les domaines qui sont négociés au sein de ces accords, on s'aperçoit que les accords se focalisent sur des thèmes dits plus immédiats. L'embauche, la rémunération, la formation, ce sont les 3 thématiques qui constituent le triptyque le plus récurrent au sein des accords que nous avons étudiés dans cette analyse, qui sont effectivement les thématiques les plus immédiates. Là où on peut avoir un petit point de surprise, c'est de voir que seuls 85% des accords traitent de la question de la rémunération. Alors que c'est le seul thème obligatoire parmi les 9 domaines précisés par le Code du travail, donc il devrait apparaître dans l'ensemble des accords signés sur la période. Et puis on s'aperçoit effectivement, comme on en parlait tout à l'heure, qu'au fur et à mesure, les domaines liés à la QVCT, donc à la qualité de vie et conditions de travail, deviennent de plus en plus fréquents. Au sein des accords égalité professionnelle. Aussi, ce dont on s'aperçoit, c'est que peu d'accords prévoient des enveloppes de compensation des écarts salariaux entre les femmes et les hommes. Alors, vous l'avez sans doute vu sur le slide précédent, vous le revoyez ici, mais la question des rémunérations, c'est un peu la pierre angulaire de l'égalité professionnelle. Je vous le disais, c'est la seule thématique qui est obligatoire à traiter lorsqu'on négocie un accord sur l'égalité professionnelle. Et puis effectivement, c'est par le biais de cette rémunération qu'on va pouvoir découvrir s'il y a ou non des discriminations au sein de votre entreprise. On parlera d'ailleurs tout à l'heure des moyens qui nous permettent d'évaluer ces fameux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et de s'assurer de la corrélation entre la rémunération et le genre de la personne qui la reçoit. Donc effectivement, on vous le disait, 85% des accords traitent du domaine de la rémunération. 74% indiquent des actions qui visent à réduire directement les écarts de salaire, mais seuls 13% de ces accords font mention d'une enveloppe de compensation ou de rattrapage, selon le vocable employé, des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Alors, petite nuance, cette enveloppe de compensation, de rattrapage, elle peut apparaître dans d'autres négociations, comme celle sur les rémunérations et le partage de la valeur ajoutée. Et puis par ailleurs, j'aimerais vous apporter un point de vue ici sur la question de l'enveloppe de compensation et de rattrapage. C'est une mesure qui peut être absolument nécessaire lorsqu'on s'aperçoit que des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont apparus dans une entreprise, de rattraper, de compenser les écarts observés. Attention néanmoins à ce que ce ne soit pas une mesure récurrente qui vise à compenser d'année en année des écarts qui continueraient d'apparaître. L'objectif ici, ça va être avec vous de déterminer quels sont les facteurs de ces discriminations, de ces écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, et de traiter les raisons pour lesquelles ces écarts apparaissent, pour ne plus avoir besoin finalement de mettre en place une enveloppe de compensation et de rattrapage. Donc c'est vraiment ce sera d'ailleurs l'objet du diagnostic à faire en préalable de la négociation. Aussi, la question de la promotion est abordée dans assez peu d'accords, ce qui nous a surpris puisque effectivement, je vous parlais des facteurs qui mènent aux écarts de rémunération et il est noté de notoriété publique effectivement que ce sont les écarts de parcours de carrière qui souvent génèrent les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Donc seuls 49% des accords en 2022 traitent du domaine de la promotion, 76% de la formation, j'y reviendrai un petit peu plus tard, et 86% des embauches.
Et c'est une problématique puisqu'effectivement, hein, la question de la promotion, c'est celle qui va permettre d'aborder les écarts de parcours de carrière au sein des entreprises entre les femmes et les hommes. Et attention également à ce que ce domaine de la promotion soit traité pour l'ensemble de la pyramide des compétences, qu'on fasse effectivement progresser, hein, les femmes du bas vers le haut, de partout, puisqu'effectivement, la question des quotas est arrivée. On en a parlé avec Olivier tout à l'heure. Les quotas parmi les cadres dirigeants et les instances dirigeantes de l'entreprise, ce sont des promotions qui peuvent avoir des effets très notables en termes de communication et sur l'index égalité professionnelle, notamment sur le 5e indicateur, qui est celui de la présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations, mais qui ne font pas évoluer réellement l'égalité au sein de votre entreprise. C'est toute la pyramide qui doit monter en même temps. Sur la promotion professionnelle, effectivement, un de nos regrets, c'est notamment que seuls 51% des accords signés entre 2018 et 2022 traitent du domaine de la promotion. Mais c'est également que les mesures de nature contraignante apparaissent en recul. On a 31%, donc à peine le tiers, des accords qui indiquent des dispositions qui visent à favoriser l'égalité d'accès à la promotion. Le quart qui agit sur le taux de promotion entre les femmes et les hommes, très peu qui mettent la priorité sur les promotions des femmes et 12% qui mentionnent la féminisation des instances dirigeantes, sachant encore une fois que c'est une obligation de quota, hein, qui a été mise en place par la loi Rixin. Donc, certes, s'il n'est pas traité dans l'accord égalité professionnelle, c'est une obligation à laquelle devra se soumettre de toute façon d'ici à 2026 et 2029 l'ensemble des entreprises de plus de 1000 salariés. Donc effectivement, ça, c'est un regret de notre part, hein, lorsqu'on observe ces statistiques, d'observer effectivement que le domaine de la promotion est peu traité et que lorsqu'il est traité, il est de la manière assez peu contraignante. On observe surtout des intentions, de grandes déclarations comme nous souhaitons que les femmes et les hommes bénéficient de promotions de manière égalitaire, mais sans mettre en place d'objectifs chiffrés, notamment dans la promotion professionnelle. Sur la question de la formation, je vous le disais, 78% des accords abordent le domaine de la formation. Alors, le domaine de la formation, c'est quelque chose qui recouvre beaucoup de thématiques. Évidemment, le partage de l'accès à la formation par genre, hein, c'est un peu la base, de faire en sorte que femmes comme hommes accèdent à la formation dans des parts égalitaires. Mais c'est aussi la question de la sensibilisation à l'égalité professionnelle, non seulement du management intermédiaire, mais de notre point de vue également du haut management, les DRH, les directeurs des affaires financières, administratives et financières, le dirigeant de l'entreprise. Bref, la sensibilisation à l'égalité professionnelle, elle doit toucher toutes les strates, non seulement effectivement les managers. Et par ailleurs, sur cette question de la formation, le principe d'ouverture de cercles de femmes pour leur permettre de lutter notamment contre leur sentiment d'illégitimité, le fameux syndrome de l'imposteur, hein, qu'on voit apparaître très souvent auprès de femmes qui ne souhaitent pas monter en responsabilité dans l'entreprise, qui peuvent faire partie notamment de la rédaction de ces accords. On voit aussi apparaître sur le domaine de la formation la question de la parentalité. C'est quelque chose qui est effectivement primordial, puisqu'on sait aujourd'hui que les femmes continuent à être soumises davantage que les hommes aux tâches domestiques et à la responsabilité familiale. Effectivement, la question de la parentalité, notamment dans l'accès à la formation, faire en sorte que ces formations se passent sur des horaires qui permettent aux hommes comme aux femmes d'aller récupérer leurs enfants à l'école, qui ne leur imposent pas un déplacement trop loin de leur domicile, ou dans le cas d'un déplacement qui prennent par exemple en charge les frais de nounou pour regarder les enfants et les emmener à l'école le lendemain. Bref, la question de la parentalité, elle apparaît ici, mais ça nous paraît aussi être un domaine sur lequel il pourrait être nécessaire de négocier en tant que tel, dans le cadre des accords d'égalité professionnelle. Et pour terminer, sur ce dernier enseignement de notre étude de 13 211 accords, on s'aperçoit effectivement, comme le disait Olivier tout à l'heure, que deux domaines sont en forte progression dans les accords égalité professionnelle, l'articulation des temps de vie et la question de la sécurité au travail.
qui sont effectivement hein, des sujets primordiaux, encore une fois, puisque comme je vous le disais, l'exercice de la responsabilité familiale est encore souvent donné aux femmes. Et ce sujet est effectivement enfin, indispensable à traiter dans des accords égalité professionnelle si vous voulez essayer de régler les écarts entre les femmes et les hommes. Alors, je vous propose une première phase de questions au sujet notamment de ces enseignements et des évolutions légales. Je vais prendre un petit peu le relais là pour les questions. Hein. On a eu quelques questions et merci de les avoir posées. Donc on va essayer de répondre du mieux qu'on peut. Et s'il y a des points sur lesquels il faut un petit peu travailler, parce que voilà, le sujet est assez complexe, on se donnera le temps et on vous répondra un petit peu en décalé. La première question, je pense, c'est celle de Katia sur la question donc, de l'index et donc du fait que les scores de l'index ne sont pas vérifiés et donc peuvent être faux. Oui, c'est vrai, effectivement. Modulo, peut-être quand même 2 points. Le premier, c'est qu'il y a une obligation de publication, hein, à la fois sur le site de l'entreprise et auprès du ministère du Travail. Hein, donc, il y a quand même, il y a quand même un devoir de transparence hein, qui peut quand même obliger les entreprises à être vigilantes sur ce qu'elles produisent et à les obliger quand même à un certain niveau d'honnêteté. Le deuxième point, il n'est pas anodin, hein, c'est le pouvoir, j'allais dire, de contrôle du CSE. Hein, qui doit être informé à minimum et voire consulté dans certains cas sur l'index hein, et en tout cas avoir toutes les informations à sa disposition sur la méthode de calcul de chacun des indicateurs. Donc là, je renvoie vraiment je dirais aujourd'hui le principal lieu de vérification de la cohérence des données de l'index revient au CSE, éventuellement à son expert, hein, notamment dans le cadre de la politique sociale, où du coup, l'expert, lui, va pouvoir avoir accès aux données individuelles hein, et vraiment faire une vérification au plus près possible. On est conscient, et on l'a bien vu, même si ça évolue aujourd'hui, hein, que s'agissant notamment de l'indicateur numéro 1, qui est le plus important, sur les écarts de rémunération par catégorie et par tranche d'âge, qui vaut 40 points et qui est le sujet le plus sensible. Il y a un point que beaucoup d'entreprises ont mis du temps un petit peu à se rapproprier, c'est le fait que le calcul doit se faire sur la base de la rémunération effective, c'est-à-dire de l'ensemble des points de rémunération versés au titre du salaire annuellement à chaque salarié, et non simplement sur un calcul sur la base d'un salaire théorique ou d'un salaire de base sans prendre en compte le variable. Donc effectivement, il y a des points de vigilance sur ce sujet, mais encore une fois, je pense que le CSE a tout son rôle pour détecter les éventuelles anomalies et, s'il le faut, assister de son expert. Voilà sur ce sujet. Ensuite, lui, il y avait une question, je pense, de Benoît, hein, c'est par rapport effectivement la question des 85%, ça doit être sur la question de la rémunération, oui. Où en fait 85% des accords ne donne pas d'objectif précis, c'est ça, ou d'enveloppe? Ne parle pas de rémunération. Ne parle pas de rémunération. C'est effectivement un vrai sujet, hein, il n'y a pas de doute. Hein, il y a bien une obligation dans le cadre d'accords d'égalité professionnelle de traiter de la rémunération. Et ce qu'on va voir, on va le voir un peu tout à l'heure, mais Ève l'a déjà dit en grande partie, hein, souvent ça va être évoqué, mais plutôt en forme d'intention que d'objectifs chiffrés. Donc c'est un vrai sujet. Après, qu'on peut aussi peut-être modérer par le fait qu'il arrive assez fréquemment que la question du rattrapage, donc visant à réduire ou annuler les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, figure dans des accords NAO. Voilà, hein, peut-être. Et il peut y avoir effectivement là aussi donc une complémentarité entre les deux, mais effectivement, c'est un constat qui doit interpeller. Et nous, enfin, on mettra vraiment l'accent dans cette deuxième partie sur la nécessité de disposer d'un diagnostic le plus précis possible et de fixer des objectifs quantitatifs, hein, notamment sur la question du salaire. Mais on y reviendra tout à l'heure. Sur le dimensionnement des enveloppes, je pense que c'est un petit peu compliqué à vous donner des ordres de grandeur. Hein. Oui, il y a des accords qui prévoient des enveloppes, ou pour le moins, peut-être que ce qui est plus intéressant qu'une enveloppe, c'est une méthode de calcul, puisqu'on peut quand même espérer que d'année en année, les écarts se réduisent, mais en tout cas, qui propose une méthode de calcul pour que chaque année, on évalue l'enveloppe nécessaire. Voilà. C'est que plus important que dire il y a une enveloppe, et parler plutôt d'enveloppe, de méthode de calcul. Après,
on voit dans des accords sur ce sujet-là le fait qu'il y ait, comment dire, des ambitions pluriannuelles, hein, parce qu'effectivement, les enveloppes, on va le dire, peuvent être relativement réduites sur ce sujet-là. Mais là, il faut aussi rappeler hein, simplement le principe fondamental du Code du travail, hein, à travail égal, salaire égal. Donc normalement, voilà, il y a pas, on peut pas attendre. On peut pas attendre sur ce sujet-là. Bon, après, ça se négocie, bien entendu, mais ayez ce point en tête. Dernier point quand même là-dessus, je le disais avant, et un point de vigilance sur le fait que souvent, on va trouver des enveloppes de rattrapage des écarts de salaire entre femmes et hommes dans des accords NAO. Le petit piège dans cette situation-là, c'est que cette enveloppe-là va gréver le budget global des NAO, ce qui n'est pas l'objet, en fait. Hein. Et donc là aussi, un point de vigilance là-dessus, où ben, voilà, l'enveloppe de rattrapage sera prise dans le budget des NAO. Ce n'est pas le même objet. L'objet des NAO, c'est bien de parler des augmentations des salaires en général. L'enveloppe de rattrapage, c'est sur une problématique spécifique des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Encore une fois, juste pour revenir au légal, hein, le légal, le droit du travail, à travail égal, salaire égal. Donc, petit point de vigilance là-dessus. Et dernier point, je dis, parce que le sujet est vraiment important, sur cette confusion qu'il peut y avoir avec les accords NAO. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait d'enveloppe de rattrapage dans les NAO, mais point de vigilance. Le deuxième, c'est on observe souvent que quand il y a des enveloppes de rattrapage dans les accords NAO, ben, il y aura moins au global d'augmentation individuelle pour les salariés qui bénéficieraient de cette enveloppe de rattrapage. Donc, effectivement, un grand point de vigilance sur ce sujet-là. Sur la question ensuite, j'essaie de reprendre le fil des questions. Donc les 85% sur la rémunération, les enveloppes, on vient d'en parler. Les écarts dus à la maternité passés avant 2007. Là, effectivement, je pense qu'on n'a pas forcément de réponse. Enfin, peut-être que Eve, tu as des points là-dessus. Moi, j'aurais simplement tendance à dire, effectivement, on revient. Hein, enfin, il y a bien une obligation de non-discrimination. Hein, alors après, elle s'est concrétisée au fil du temps, notamment au travers de l'index, hein, où il y a bien un indicateur spécifique sur le sujet, hein, le 4e, je crois, sur effectivement la mesure du taux d'augmentation comparé entre des salariés qui reviennent d'un congé maternité et l'ensemble des salariés. Je pense que là, c'est peut-être aussi un point qui peut être remis déjà de manière collective au sein du CSE, hein, si c'est effectivement qu'il y ait que ces problématiques soient identifiées et soient discutées, quantifiées quand c'est possible, et qu'elles soient discutées au sein du CSE dans un premier temps, voire qu'elles fassent l'objet aussi d'une négociation au sein de l'accord. Dans l'accord, il pourrait y avoir effectivement, si cette problématique est identifiée, elle peut être traitée par une voie diagnostic et éventuellement, si c'est possible, d'une enveloppe spécifique de rattrapage. Il y avait la question de quota des instances dirigeantes. À quel niveau? Est-ce que c'est le comité d'administration ou plus bas? Non, en fait, effectivement, la loi Rixin, là, elle impose au sein des comités de direction et parmi les cadres dirigeants des quotas à respecter d'ici à 2026 et 2029. En 2026, vous devrez atteindre un objectif d'au moins 30% de femmes et d'hommes, de femmes cadres dirigeants et d'au moins 30% de femmes dans les membres d'instances dirigeantes. Le conseil d'administration, c'était l'objet de la loi Copé-Zimmermann, qui date de 2011, si je ne m'abuse. À partir de 2029, ce quota il sera rehaussé à 40%. Alors. Peut-être sur la question sur les avantages en nature hein, dans la prise en compte du calcul de l'index, hein, donc je répète bien, l'index hein, doit bien refléter ce qu'on va appeler la rémunération effective, hein, donc c'est l'ensemble des éléments de rémunération. De ce que je sache, en tout cas, tous ces éléments apparaissent à un moment donné dans le bulletin de salaire notamment, hein, mais y compris les avantages en nature. Donc c'est bien l'ensemble de ces éléments qui doivent être pris en compte. Hein. Il y a eu des combats hein, dans certaines entreprises. Hein, j'ai l'exemple d'une entreprise où effectivement, dans un premier temps, la direction refusait notamment de faire figurer dans l'index la rémunération variable. Il y a eu des décisions de justice hein, tout à fait favorables aux organisations syndicales qui défendaient le fait que l'ensemble de ces éléments de rémunération devaient être pris en compte. Donc effectivement, sur ce sujet, on parle bien de la rémunération effective, hein, de l'ensemble des éléments
versés aux salariés. Oui, les seuls éléments qui peuvent être exclus de ce calcul des écarts de rémunération, c'est les primes liées à la pénibilité, comme les primes de salissure, etc., etc. Tout le reste est censé être pris en considération dans le calcul de l'index. Sur la question de l'expertise, on y reviendra aussi un peu tout à l'heure. Comment dire, le principal véhicule de l'expertise, c'est une expertise donc d'un expert comptable, comme Sextant par exemple, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale. Donc, pour mémoire, vous êtes consulté annuellement sur 3 grands thèmes, situation économique et financière, politique sociale, conditions de travail et emploi, et orientation stratégique. Dans le cadre de la politique sociale, il y a bien, dans le cadre de vos prérogatives, vous avez bien consulté sur la question de l'égalité professionnelle. Et donc, c'est naturellement, dans le cadre de cette consultation, que doit vous être présenté un minimum l'index et les modalités de calcul de l'index. Si vous faites intervenir un expert, l'expert aura accès, la jurisprudence a été constante sur le sujet, aura accès aux données individuelles de rémunération et à l'ensemble des éléments de rémunération. Pas uniquement le salaire de base, mais vraiment l'ensemble des éléments de rémunération, et effectivement pourra du coup faire une vérification du calcul de l'index. Ou alors, il y a 2 enjeux. Il y a la question de la vérification. Est-ce que l'employeur a bien pris en compte tous les éléments de la rémunération effective annuelle par salarié? Deuxième question, est-ce que la manière dont il a découpé les catégories au sein de l'indicateur numéro 1 sont pertinentes au regard de la sociodémographie de l'effectif? C'est vraiment les 2 sujets sur ce thème. Donc, effectivement, le rôle de l'expert peut avoir un rôle important. On y reviendra tout à l'heure. L'expert, et c'est une particularité du Code du travail, peut intervenir aussi spécifiquement dans le cadre d'une préparation des négociations à l'égalité professionnelle. De manière générale, l'expert n'intervient que dans le cadre de consultation du CSE. C'est une des exceptions. Il peut là intervenir, mandaté par le CSE, mais intervenir en vue de préparer les négociations d'un accord égalité professionnelle. Je poursuis sur est-ce qu'il y a une définition des cadres dirigeants où chaque entreprise définit-elle son propre périmètre? Je pense que ça relève aussi des catégories pour l'index, j'imagine. Effectivement, par défaut, ce sont les CSP qui sont retenus et qui donnent lieu à un seuil de tolérance de 2%, je crois. 5%, 5%, c'est des pertinences de 5%, pardon. Voilà. Si, à ma connaissance, la notion de cadre dirigeant ne relève pas d'une CSP, mais ça serait à vérifier. Donc, normalement, c'est plutôt, on va les retrouver dans la catégorie cadre. À partir du moment, néanmoins, l'employeur peut définir d'autres catégories, que ça soit découpé effectivement cadre et cadre dirigeant, séparé en employé-ouvrier, par exemple, ou agent de maîtrise et technicien, ou choisir plutôt des catégories qui sont plus en phase avec son métier ou sa convention collective. C'est peut, par exemple, y avoir un découpage par classification de la convention collective. Néanmoins, à partir du moment où l'employeur décide de ne pas rester strictement dans le cadre des CSP, donc là, ça peut être le cas avec des cadres dirigeants, il doit y avoir consultation du CSE. Le CSE doit être consulté sur le découpage catégoriel que va faire l'employeur pour calculer son indicateur numéro 1 sur les écarts de rémunération dans l'index égalité professionnelle. Oui, effectivement, et ça répond du coup à la question de Franck au sujet effectivement du découpage des catégories socio-professionnelles. En fait, effectivement, il est soumis ce découpage, cette modification du découpage par catégorie dans l'index égalité professionnelle, dans le premier indicateur d'ailleurs uniquement de cet index égalité professionnelle, est soumis uniquement à la consultation du CSE. Vous pouvez sûrement l'évoquer dans le cadre des négociations, mais dans tous les cas, pour mettre en place une autre catégorisation, il faudra soumettre ce nouveau découpage à l'avis du CSE. Et effectivement, oui, tu voulais dire quelque chose? Non, peut-être juste pour compléter, néanmoins, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant aussi de traiter dans l'accord la question des modalités de calcul de l'égalité professionnelle, puisqu'on en parlera tout à l'heure, ça renvoie vraiment à la question de disposer d'un diagnostic fiable et qu'effectivement, travailler de concert
la meilleure catégorisation possible qui reflèterait la meilleure, enfin, la situation la plus objective possible des écarts de rémunération, c'est un point intéressant. Oui, d'autant plus si, l'expérience montre comme le propose Laurence effectivement, hein, on a dit qu'on n'était pas d'accord sur le découpage, mais ça n'a rien changé. Effectivement, l'avis, il est consultatif, hein, l'entreprise n'a pas l'obligation de se soumettre à l'avis du CSE. En revanche, effectivement, le fruit d'une négociation, sur laquelle, un accord est trouvé, a vocation à être appliqué. Donc, on ne peut effectivement que recommander à ce que, la thématique de la catégorisation soit, inclus dans la négociation. Il y avait une question de Benoît, hein, sur la question donc, de l'expertise. Hein. Oui, bien entendu, hein, ça peut être, si vous avez un expert comptable donc, qui intervient dans le cadre d'une expertise légale sur la mission politique sociale, vous pouvez tout à fait le mandater spécifiquement, hein, dans le cadre d'une négociation, d'un accord sur les qualités professionnelles. Le cadre est assez large, hein, sur ce sujet-là. On va en dire deux mots sur cette expertise spécifique qui est peu connue. Le mandatement, même si c'est pour assister les organisations syndicales, le mandatement doit bien se faire par le CSE. En revanche, il n'y a pas de date butoir qui est définie. Hein. Ça peut être en amont de la négociation, ça peut être au moment du démarrage de la négociation, et ça peut même être un petit peu après. Donc là, le champ du calendrier est assez libre sur le sujet, mais l'intitulé, c'est bien préparer les négociations. Donc le fondement, c'est que quand même l'expert puisse, de la même manière que pour la politique sociale, avoir accès à l'ensemble des informations et travailler essentiellement sur la partie diagnostic et faire des préconisations. Le deuxième point, on en profite là sur l'expertise spécifique, c'est que par défaut, c'est un financement à 80% par le CSE et à 80% par l'employeur, excusez-moi, et 20% par le CSE. Il y a des exceptions qui obligent l'employeur à prendre en charge à 100% cette expertise, notamment dans le cas où l'index n'est pas publié. Sur le rôle d'expert comptable dans les négociations. C'est ce que j'ai un peu dit. Hein. L'intitulé exact dans le Code du travail, hein, c'est la mission de l'expert. L'expert est désigné en vue de préparer les négociations sur l'accord égalité professionnelle. Donc, c'est plutôt un travail, en tout cas tel que le définit le Code du travail, en amont, de travail sur le diagnostic. Et ça, on va le voir tout à l'heure, c'est un élément clé de disposer du diagnostic le plus fin possible pour définir des objectifs réalistes et des plans d'action réalisables. Donc, effectivement, c'est assez important. Après, pour l'avoir déjà vécu, l'accompagnement peut se faire au fil de la négociation, hein, et apporter, contribuer étape par étape à apporter des éclairages sur certains points et aussi à faire des propositions, des préconisations, sachant que l'expert n'a pas vocation à se substituer, bien entendu, aux organisations syndicales. Très bien, on va peut-être passer à la deuxième partie. Il y aura encore un temps de questions-réponses à la fin. Voilà, mais on va peut-être juste cette dernière question pour les entreprises qui ont donné des enveloppes. Connaissez-vous le pourcentage et les modalités? Donc, on l'a dit, on reviendra dessus. Hein, c'est un peu difficile, hein, de donner une tendance. Nous, ce qu'on met plutôt en avant, c'est que le plus important, c'est qu'il y ait des méthodes de calcul qui soient définies, plutôt qu'une enveloppe en général. Hein, voilà, c'est qu'on puisse effectivement se mettre d'accord sur comment on va identifier les situations d'écart, comment on va quantifier ces écarts, et donc voilà, quels sont les leviers qui vont permettre de déterminer cette enveloppe. Déterminer une enveloppe dans l'absolu, effectivement, bon, ça peut être bien sur le papier, mais voilà, on peut une petite mise en garde. On va pas se mentir, hein, généralement, ces enveloppes ne permettent pas, en tout cas annuellement, de combler l'ensemble des écarts. Hein. L'employeur va effectivement plutôt se projeter dans une dynamique pluriannuelle, bien qu'a priori, encore une fois, le principe fondamental de à travail égal, salaire égal l'obligerait à réagir de manière immédiate. Mais on y reviendra encore sur ce point qui est effectivement fondamental. Oui. Oui, et effectivement, alors juste pour terminer sur ce point, je reviens sur ce que disait Franck tout à l'heure, hein, le découpage des catégories socio-professionnelles est aussi important
Dans l'accord, oui, effectivement, l'objectif, surtout si vous avez une mixité limitée dans certains métiers, c'est de pouvoir comparer, les femmes et les hommes sur des compétences notamment, équivalentes, davantage que sur des métiers. C'est d'ailleurs un peu, l'esprit de l'index égalité professionnelle. Quand vous modifiez les catégories sur lesquelles est calculé le premier indicateur, le ministère indique, hein, que vous ne devez pas utiliser seulement les libellés d'emploi pour créer ces catégories socioprofessionnelles, mais faire en sorte de regrouper, de sorte à maximiser en fait, hein, la comparaison entre les femmes et les hommes. On poursuit? Oui. Ok, à toi alors. Très bien. Donc, quand rentrons dans le vif du sujet, sur ce que doit contenir un accord égalité professionnelle. Donc, le Code du travail définit des thèmes. Alors, ce qui est un petit peu complexe, comme vous l'avez compris, c'est que la négociation porte non seulement sur l'égalité professionnelle, mais aussi aujourd'hui sur la QVCT. Donc là, on va vraiment se concentrer sur la question égalité professionnelle, hein, parce qu'il n'y a pas d'obligation d'inclure systématiquement des problématiques QVCT, hein, conditions de travail. Ça peut faire même l'objet de 2 accords différents, hein, éventuellement. Donc, mais concentrons-nous donc sur la partie vraiment, ce qui est dit ici EP, donc égalité professionnelle. Ce qui est en bleu, c'est vraiment les thèmes strictement liés à l'égalité professionnelle, hein, donc les questions de classification, de qualification, de formation, de promotion, tout ce qui renvoie finalement un petit peu à la question de la mixité des métiers, hein, la représentation des femmes et des hommes par classe conventionnelle, par niveau de qualification, l'accès à la formation, les promotions. Donc ça renvoie à la fois, et les embauches, qui renvoient tous un peu à la fois à des questions de parcours professionnel et de mixité dans les métiers. Donc, c'est des points d'entrée, hein, sur ces grandes thématiques. Et il y a effectivement, comme thématique obligatoire, la rémunération effective. Alors, on l'a vu avant, hein, dans la réalité, c'est pas aussi simple. Et quand bien même ça apparaît, pour qu'il y ait des mesures effectives, c'est un vrai sujet. Et là, je reviens là-dessus. On l'a dit avant pour l'index, hein, le Code du travail parle bien de rémunération effective. Donc, il ne s'agit pas juste de comparer les salaires de base. Il faut effectivement que la réflexion et ce calcul et les plans d'action à mettre en place doivent porter sur l'ensemble des éléments de rémunération. Nous, on le voit souvent dans nos études, par exemple, que la question du variable, hein, il y a généralement un variable théorique et un variable réel, hein, versé en fonction d'objectifs, que ça peut être un facteur aggravant des écarts déjà présents dans les salaires de base. Et puis, effectivement, il y a ces 3 thèmes connexes qui apparaissent de plus en plus, qui sont à la fois obligatoires, enfin, dans les thèmes prévus de l'égalité professionnelle, mais qui relèvent vraiment de sujets qualité de vie au travail et conditions de travail. Donc, les conditions de travail en général, la santé et la sécurité, l'articulation vie pro, vie perso. On en a parlé avant pas mal, hein. Je pense que le sujet aujourd'hui d'articulation vie personnelle, vie professionnelle est un sujet vraiment important, hein, et souvent traité. C'est peut-être plus facilité aussi aujourd'hui avec l'évolution de l'organisation du travail, avec le télétravail, etc. La question du temps de travail, hein, la semaine de 4 jours, etc., etc., etc. Et Eve l'a dit, il y a quand même des points importants, hein, qui sont des points d'exposition, hein, au risque, hein, qui peuvent être traités vraiment spécifiquement sur les questions de santé et de sécurité. Donc, un point aussi important, mais là qui est important à prendre en compte pour l'ensemble des négociations que vous pouvez avoir dans l'entreprise. C'est la question de la loyauté de la négociation. Donc, une négociation, pour qu'elle soit loyale, hein, et sérieuse, il faut qu'elle puisse donner des garanties en termes de moyens, que ce soit des moyens en termes essentiellement d'accès à l'information, pour pouvoir bien négocier. Mais ça vaut pour toutes les négociations, hein, y compris essentiellement les NAO. Hein. Il faut effectivement que l'employeur vous apporte des garanties en termes d'accès à l'information. Il faut, si on peut le dire autrement, que l'asymétrie d'information entre les négociateurs soit la plus faible possible. Voilà, une négociation, il n'y a pas une partie leader et une partie qui suit. Hein, les positions doivent être équitables et égales. Donc, effectivement, bien négocier, c'est que la garantie d'une bonne négociation, c'est la condition d'une bonne négociation, c'est que chaque partie dispose du même niveau d'information. Et là, effectivement, d'où la possibilité de recourir à l'expertise pour les organisations syndicales dans ce cas-là. Le deuxième point, c'est quand même aussi la question du temps, du calendrier des réunions. Hein. Voilà, on le voit, c'est un sujet complexe, ça demande du temps.
Voilà, ça ne se fait pas sur un coin de table en 2 réunions. Donc, effectivement, il faut aussi qu'il y ait des garanties de temps. Donc, ces principes, c'est comme sur les principes un peu généraux du cadre de l'égalité professionnelle, sont assez larges. Mais néanmoins, vous devez vous en emparer. Et il y a un point spécifique qui est très intéressant dans le Code du travail qui est spécifique à cette négociation-là quand elle va traiter des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, c'est qu'il y a l'obligation de rédiger un PV de première réunion. Donc, la première réunion, mais ça c'est un réflexe que je vous invite à avoir de manière générale, la première réunion de négociation ne vise jamais à commencer à discuter des mesures. Elle doit, son objet, c'est de traiter des moyens de la négociation. Quel calendrier, quelles informations on va avoir à disposition notamment. Et dans le cadre, encore une fois, de cette négociation sur les écarts de rémunération, il y a l'obligation de produire un PV de cette première réunion qui peut être pour vous un élément je dirais, opposable si vous constatez que votre direction n'est ni sérieuse ni loyale. Voilà. Donc après, un petit peu sur la chronologie ou les étapes d'une bonne, entre guillemets, d'une bonne négociation sur un accord égalité professionnelle. On l'a déjà dit et on le redira, il ne peut pas y avoir de bon accord s'il n'y a pas de bon diagnostic. Effectivement, il faut que le diagnostic soit le plus fin possible sur les différents sujets, hein, les écarts de rémunération bien entendu, la question des parcours professionnels, la question de l'embauche, de la mixité des emplois, la question de l'exposition au risque professionnel, etc. etc. Voilà, sans bon diagnostic, on ne va pas pouvoir effectivement se doter de mesures concrètes et réalisables. Donc, la responsabilité de diagnostic revient bien entendu en premier lieu à la direction, hein, et ça renvoie à la loyauté de la négociation. Voilà, pour pouvoir bien négocier, il faut avoir de bons éléments et avoir les mêmes éléments que la direction, sinon la négociation n'est pas loyale. Donc, ce premier point, c'est vraiment le diagnostic. Il peut être ce diagnostic, effectivement, vous l'avez compris, vous pouvez vous-même, quelque part, le réaliser au sein du CSE, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, avec votre expert aussi, hein, et vous pouvez le mandater spécifiquement pour qu'il aille effectivement traiter ces sujets d'égalité professionnelle dans le cadre de ces investigations. Mais effectivement, il est quand même bien d'avoir, si possible, un diagnostic partagé. Voilà, si effectivement chaque partie vient avec son diagnostic qui est différent et les constats ne sont pas les mêmes, l'exercice sera encore plus compliqué. D'où l'intérêt qui est là que cette dynamique du diagnostic fasse déjà partie de l'accord. Donc, à partir de ce diagnostic, évidemment, s'il est circonstancié, on va pouvoir fixer des objectifs concrets, hein, en termes de pourcentage de promotion entre les femmes et les hommes, en termes de pourcentage d'embauche, etc., d'écart de rémunération, hein, se fixer des objectifs, hein, évidemment, l'objectif ultime étant l'annulation des écarts, hein, mais on va pouvoir circonstancier tous ces éléments par des objectifs réalistes, quantifiés. Et donc, ces objectifs, ils vont être rendus possibles par des actions qui, là aussi, parce qu'on va avoir des éléments détaillés, on va pouvoir les programmer. On parlait avant, où il y a eu plusieurs questions, notamment sur la question des enveloppes. Voilà, nous, ce qu'on dit effectivement, plutôt un diagnostic, déjà, peut-être, va pouvoir donner effectivement une enveloppe assez précise. Après, il va falloir peut-être année après année, et ça va faire partie des actions, de se doter de formules de calcul pour à la fois donc déterminer l'enveloppe annuelle nécessaire et aussi identifier de manière objective les écarts et donc cibler un petit peu les salariés bénéficiaires de cette enveloppe. Donc ça, voilà, ce sont vraiment des actions quantitatives, définies, précises, vérifiables. Voilà. Et donc, ça renvoie au 4e point, hein, cette question de vérifier voilà, la bonne mise en œuvre de l'accord. C'est évidemment par un suivi, hein, généralement une commission de suivi. Mais là, encore une fois, parce que le diagnostic aura été bien fait, parce que la cible aura été bien quantifiée, les objectifs bien détaillés, la commission de suivi aura un vrai rôle de suivre ces indicateurs et de les corriger éventuellement. Voilà, et de s'assurer de la bonne mise en œuvre de l'accord.
et je te laisse. Non, c'est Non, toi. encore dernier point. Voilà. Point aussi important, effectivement, vous allez me dire, bah, tout ça c'est bien beau, mais à la fin, de toute façon, c'est l'employeur qui décide. Si on ne signe pas, il y a une décision unilatérale. Vous le vivez très bien, certainement, beaucoup dans des contextes de NAO. Alors, la particularité de cette négociation sur l'égalité professionnelle par rapport notamment à la NAO, c'est que s'il y a décision unilatérale, hein, ou désaccord, en tout cas PV de désaccord à la fin, il y a quand même une obligation assez encadrée prévue par le Code du travail, une obligation de l'employeur de mettre en place un plan d'action, qui, vous allez le voir d'ailleurs, est très inspirant pour construire un accord en bonne et due forme. On va retrouver exactement les mêmes notions d'évaluation des objectifs fixés, des mesures prises, des critères clairs, précis, opérationnels, des objectifs de progression et des actions qualitatives et quantitatives. Finalement, ce qui est intéressant, et ça c'est la construction du rapport de force, c'est que le plan d'action, comment dire, peut paraître pour un employeur très contraignant et sera soumis au contrôle de l'inspection du travail. Donc, l'inspection du travail pourrait éventuellement intervenir si elle constate qu'il y a une carence de plan d'action. Donc, il y a un intérêt quand même pour l'employeur de plutôt aller vers une signature parce qu'elle sera dans la contrainte de l'accord, mais elle sera beaucoup moins dans la contrainte de l'État sur ce sujet-là. Alors qu'il s'agisse effectivement, hein, d'un plan d'action, d'un accord, négocié, nous évidemment ce qu'on va encourager, les directions, comme les organisations syndicales à faire, c'est d'envisager la problématique de l'égalité professionnelle de manière systémique. Alors pourquoi? Parce que, les discriminations que vous observez dans votre entreprise, actuellement, elles sont évidemment issues, de stéréotypes, de représentations genrées, hein, qui sont inculquées depuis l'enfance, hein, depuis l'école, sur le choix des parcours universitaires et professionnels, dans le choix d'aller ou non vers des postes à responsabilité ou vers des métiers nouveaux. Et effectivement, dans l'ensemble des enjeux que vous rencontrerez dans votre entreprise, ces représentations, ces stéréotypes vont nécessairement jouer un rôle. Heu, Votre entreprise va rencontrer, des enjeux, sur les métiers, sur l'embauche, sur les parcours de carrière, encore une fois, sur lesquels agissent ces stéréotypes et ces représentations qu'on encourage évidemment, chacun, à déconstruire, qui vont générer des freins à, l'évolution professionnelle des femmes, par rapport aux hommes. La question de l'équilibre des temps de vie, on en a parlé tout à l'heure avec, l'exercice de la responsabilité familiale notamment. Les stéréotypes et les agissements sexistes sur lesquels il va falloir, nécessairement agir, qui génèrent, les phénomènes de parois et de plafonds de verre, de planchers collants et d'écarts de salaire dont on pourra, discuter un peu plus tout à l'heure. Mais qui tous, parmi ces phénomènes, hein, qui tous ont pour résultat, d'empêcher les femmes d'accéder à, des niveaux de responsabilité ou à des emplois, auxquels elles pourraient, souhaiter, accéder. Donc effectivement, hein, les facteurs qui génèrent l'inégalité professionnelle, ils sont multiples, ils sont cumulatifs et la seule manière, de s'intéresser, enfin de comprendre, ces facteurs, c'est effectivement de faire un bon diagnostic. Le diagnostic, vous pourrez le faire, sur la base d'une grille d'analyse genrée du travail, c'est-à-dire que tous les process, RH, toute votre politique doit passer au crible de l'égalité professionnelle. C'est la seule manière pour vous, hein, d'identifier, les endroits, où, l'égalité, pèche. Et effectivement, on vous propose, hein, à gauche, hein, sur ce slide, une grille d'analyse genrée qui vous permettra, hein, de faire un diagnostic, complet. D'évaluer par exemple les places au travail, on parle ici de la mixité, hein, et de la structure des emplois. Est-ce que vous avez, autant de femmes que d'hommes sur, chacun des services ou non et pourquoi? Effectivement, on pourra opposer ici, hein, le fait que, sur certains secteurs d'activité, les femmes sont introuvables. Moi, c'est ici que, de mon opinion personnelle, je pense qu'effectivement les entreprises ont un rôle sociétal à jouer, et ne pas hésiter à effectivement, hein, essayer d'aller jouer sur, les stéréotypes, genrés qui apparaissent, dès l'école, dès, la formation, des filles et garçons qui deviendront les hommes et les femmes de demain. Également, s'interroger sur la répartition des tâches dans un emploi donné. Si on donne, une fonction identique à une femme et un homme, est-ce qu'on donne autant d'autonomie à l'un comme à l'autre? Est-ce qu'on, donne les tâches dévalorisantes à l'une ou à l'autre? La question également des parcours et des évolutions professionnelles qui pour nous sont clés, hein, dans,
l'interrogation sur, enfin, dans le diagnostic qui mènera à la négociation sur l'égalité professionnelle. Évidemment, s'assurer que les processus de recrutement ne défavorisent ni l'un ni l'autre, s'assurer que les modes d'évaluation également hein, ne défavorisent ni l'un ni l'autre, que l'accès à la promotion est égalitaire, à la formation également. C'est ce dont on parlait tout à l'heure hein, lorsqu'on a fait le bilan du dialogue social entre 2018 et 2022. Les écarts de rémunération, évidemment, c'est un sujet sur lequel il faut absolument se pencher avec toutes les difficultés, hein, dont on parlait tout à l'heure, des emplois qui peuvent être très peu mixtes, sur lesquels il peut être intéressant d'entrer hein, pour la comparaison sur la base des compétences déployées davantage que sur les métiers donnés pour essayer d'évaluer des écarts. Alors c'est toute la méthode hein, notamment des cotations de postes qui peuvent permettre de comparer des catégories qui déploient des compétences similaires ou équivalentes pour les femmes ou pour les hommes. Et effectivement, bah, surtout, au-delà d'identifier les écarts, c'est d'en identifier les causes et de les objectiver. La question de l'articulation du travail hors travail et les conditions de travail en général, je vous en parlais tout à l'heure, hein, la question de l'environnement du travail, du contenu du travail et également des relations sociales au sein de votre entreprise. Et puis évidemment, bah, comme on le disait là, hein, les rapports sociaux, puisque les tensions peuvent apparaître en lien avec les agissements sexistes, notamment sur les secteurs, les emplois à prédominante masculine. Comme vous le disait Olivier tout à l'heure, c'est seulement sur la base d'un bon diagnostic qu'on peut identifier les facteurs explicatifs des écarts, des inégalités qu'on peut observer dans l'entreprise et donc choisir les priorités sur lesquelles se pencher. Là, j'en reviens effectivement au domaine à négocier au cours de la négociation sur l'accord égalité professionnelle, choisir les priorités pour agir au mieux pour l'égalité au sein de votre entreprise. C'est juste un complément sur ce sujet-là. Hein. On a vu dans l'étude qu'on a fait qu'il y avait beaucoup d'accords qui comportaient plus que 3 ou 4 domaines obligatoires, hein, et même beaucoup plus, hein, 5, 6, etc. Aussi un point de vigilance, hein, effectivement, on lit souvent des accords un petit peu catalogues. Voilà, on va y avoir tous les thèmes vont être abordés avec des grandes intentions. Et souvent peu de mesures concrètes, hein, peu d'objectifs quantifiés, etc. Nous, ce qu'on recommande, voilà, c'est vraiment de vous concentrer sur quelques domaines précis hein, qu'on va un peu détailler. Voilà, plutôt qu'il y ait quelques domaines effectifs avec des vrais plans d'action, plutôt qu'un catalogue un peu à l'après-vert de mesures qui ressemblent plus à des intentions sans véritable levier d'action. Oui, absolument. Effectivement. Et donc effectivement, pour construire un bon diagnostic, c'est là qu'on va aborder les outils hein, que vous pouvez mettre en œuvre. Alors évidemment, vous avez l'index égalité professionnelle, qui est finalement un outil standardisé qui permet la comparaison entre différentes entreprises. Sur les thématiques de la rémunération, du nombre de femmes versus le nombre d'hommes qui touchent des augmentations ou des promotions. Sur un troisième indicateur, celui du retour de congé maternité, c'est une obligation légale hein, pour ceux qui en douteraient encore, d'augmenter les femmes au retour de leur congé maternité dans de la moyenne hein, de l'augmentation perçue par leur catégorie d'emploi. Et puis effectivement, ce cinquième critère qui est celui du pourcentage de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations. Alors juste effectivement pour information, hein, pour les entreprises de moins de 300 salariés, vous avez les critères d'augmentation et de promotion qui sont groupés. Donc vous n'avez que 4 critères sur certaines, selon le volume de salariés de votre entreprise. Mais pour autant, ce sont quand même hein, ces 5 indicateurs qui sont traités dans l'index égalité professionnelle. C'est un index, alors cet index, il a pour mérite, hein, comme le disait tout à l'heure Olivier, d'impliquer une publication obligatoire des résultats de l'entreprise sur le site dédié, hein, et également sur le site internet de l'entreprise, avec une note minimum de 75 points sur 100, qui peut mener jusqu'à une sanction financière allant jusqu'à 1% de la masse salariale si cette note n'est pas rehaussée ou si les plans d'action correctrices ne sont pas mis en œuvre au sein de l'entreprise. Pour autant, hein, il y a un gros défaut là-dessus, c'est qu'effectivement, on a seulement 61% des entreprises aujourd'hui qui ont publié l'index en mars 2022. Il y a une petite coquille, c'est en mars 2022, 61% des entreprises ont publié l'index en mars 2022. C'est très peu et on a encore, chez Sextant en tout cas, jamais entendu parler de l'application de cette sanction financière. Par ailleurs, cet index égalité professionnelle, sur les 5 critères qui sont mesurés, présente des méthodes de calcul qui peuvent très largement
très largement masquer des situations qui demandent correction. Je pense par exemple à l'indicateur, sur la rémunération, où un écart de rémunération, de 9 permettent encore à l'entreprise de toucher 29 points sur les 40, hein, qui peuvent être attribués sur cet indicateur. C'est énorme. C'est l'application des seuils de pertinence qui amène justement, à ces notes, élevées, alors qu'une, différence de rémunération de 9 entre les femmes et les hommes ne peut résulter, réellement, hein, que de la pure discrimination. Et puis effectivement, cet index, à date, c'est une note moyenne de 86, hein, sur l'ensemble des entreprises qui publient l'indicateur. C'est une note qui est en augmentation, mais on a des difficultés persistantes sur les indicateurs 4 et 5. Pour rappel, l'indicateur 4, c'est l'augmentation des femmes, à l'issue de leur retour de congé maternité. Encore une fois, c'est une obligation légale, et sur l'indicateur 5, qui est le pourcentage de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations, qui est un indicateur qui pourrait se voir augmenter plus rapidement, sous le poids notamment des quotas de la loi Rixin, dans les années à venir. Donc effectivement, l'index égalité professionnelle, c'est un outil, c'est une base. Attention, les directions ont tendance à se cacher derrière un bon score à l'index égalité professionnelle, malgré toutes les limites qu'on vient de citer. Et donc effectivement, ce score, à l'index ne peut se suffire à refléter la politique qui est réellement menée en matière d'égalité au sein de votre entreprise. C'est un outil, complémentaire à, ce dont vous devez disposer, d'ores et déjà quoi qu'il arrive. C'est la fameuse base de données économiques, sociales et environnementales, la BDESE, qui, peut inclure effectivement un rapport de situation comparée, anciennement les bilans sociaux. Et il faut bien effectivement que vous vous assuriez, avant d'entamer une négociation, c'est encore une fois, hein, de ça dépend, hein, encore une fois la loyauté, de cette négociation, et vous assurer effectivement que cette base de données économique, sociale et environnementale est bien renseignée verticalement et horizontalement, c'est-à-dire que tous les indicateurs sont présents, mais également qu'ils sont renseignés, pour l'ensemble de la période prévue par la loi, c'est-à-dire sur l'année en cours, mais également sur les 2 années précédentes et les projections sur les 3 années à venir. Et d'ailleurs, dans cette base de données doivent figurer les notes à l'index égalité professionnelle. En dessous, d'une note de 85 points sur 100, l'entreprise doit donner, des objectifs de progression de ces indicateurs à l'index, qui doivent effectivement figurer dans, votre base de données économique, sociale et environnementale. Alors effectivement, pour faire votre diagnostic, dans cette base de données économique, sociale et environnementale, vous devez obtenir la situation comparée des femmes et des hommes dans les 9 domaines qui sont, prévus par la loi, dans le cadre de la négociation. Pour rappel, l'embauche, la formation, la promotion, la qualification, la classification. Les conditions de travail, la sécurité, la santé au travail, la rémunération effective et l'articulation des temps. Tous ces domaines doivent, donner lieu à des indicateurs de situation comparée entre les femmes et les hommes dans votre base de données économique, sociale et environnementale. Les écarts de salaire et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de l'ancienneté et de la qualification doivent également figurer dans cette base de données économique, sociale et environnementale. L'évolution des taux de promotion par métier dans l'entreprise et la part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration, encore une fois, en répercussion de cette loi Copé-Zimmermann. Ces informations, elles sont essentielles pour vous, pour comprendre comment fonctionne votre entreprise et où se trouvent les inégalités. Mais on vous conseille évidemment de les compléter par des outils statistiques et qualitatifs, notamment si vous voulez vous intéresser aux facteurs d'écart de salaire. Il y a 2 outils que nous utilisons, nous, notamment chez Sextant. La régression linéaire multiple qui a pour vocation à expliquer un résultat ou à tirer des liens de corrélation entre un résultat, la rémunération, et des variables potentiellement explicatives comme l'âge, l'ancienneté, le métier, le sexe. Et effectivement, à partir du moment où on s'aperçoit que toutes choses égales par ailleurs, des femmes et des hommes, le genre en tout cas, est une variable explicative de la rémunération, c'est là qu'on peut identifier ou conclure à une potentielle discrimination au sein de votre entreprise. Le comparatio, c'est un outil aussi qui nous permet de positionner les femmes et les hommes selon la médiane de leur catégorie d'emploi, et une situation effectivement égalitaire impliquerait que les femmes et les hommes soient positionnés à emploi comparable, âge, ancienneté, etc., de la même manière par rapport à la médiane de leur catégorie. Sur la question des discriminations et des conditions de travail, vous pouvez vous-même d'ailleurs aller mener des entretiens ou des observations de terrain
qui ont vocation effectivement, hein, à identifier, des éventuelles, problématiques, d'inégalité, sur le terrain directement. L'expert peut également, procéder à ces entretiens et ces observations de terrain, dans le cadre d'une habilitation, santé, sécurité et conditions de travail. Et puis au sujet des parcours professionnels, la chose qu'on peut vous recommander fortement, c'est une analyse de cohorte, c'est-à-dire d'aller regarder, sur, des populations, déterminées, bah, que sont-ils devenus quelques années plus tard? Est-ce que, les femmes comme les hommes ont progressé de la même manière sur votre pyramide des compétences? Est-ce que, davantage de femmes ou davantage d'hommes ont quitté l'entreprise à partir d'un certain niveau? Et cetera, et cetera. En tout cas, cette analyse de cohorte, elle est souvent, heu très explicative, hein, en tout cas, des écarts qu'on peut observer dans l'entreprise. Peut-être si tu permets juste un point complémentaire, hein, il est intéressant sur la question des entretiens, des observations de terrain. Effectivement, la vaste question de l'égalité professionnelle relève autant de l'objectif que du subjectif, hein, du vécu, du ressenti, et qu'effectivement que des chiffres ne pourront pas forcément transcrire. Donc, le CSE aujourd'hui a repris les prérogatives du CHSCT, hein, donc il a un droit d'inspection. Donc, effectivement, il peut librement aller interroger les salariés, observer des situations de travail, etc. Et de même, le législateur, en fait, il a bien prévu, s'agissant de l'expertise, envie de préparer les négociations sur l'accord égalité professionnelle, que ce soit non pas l'expert comptable qui soit mandaté, mais l'expert habilité, comme l'a dit Ève, donc un expert donc habilité santé et conditions de travail, c'est-à-dire qui a toute légitimité pour aller mener des observations de terrain, des entretiens individuels ou des études par questionnaire. Alors effectivement, donc vous avez ces différents outils, hein, dont on vient de parler, votre base de données économique, sociale et environnementale, différents outils statistiques, qu'on vous propose. Mais effectivement, notez bien que, le rôle des élus, c'est exactement ce dont parlait Olivier, à l'instant, il s'est étoffé sur le sujet de l'égalité professionnelle au fil du temps. Chaque année, le CSE est consulté notamment sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, dont font partie, les sujets relatifs à l'égalité professionnelle, qui donnent l'occasion, au CSE de rendre un avis. Et qui peut donner, lieu effectivement à, la nomination d'un expert pour, heu, accompagner le CSE dans la compréhension de la politique sociale de son entreprise et notamment des problématiques liées à, l'égalité professionnelle. Donc c'est un premier pas, pour vous permettre effectivement d'accéder à davantage d'informations, de procéder vous-même à vos croisements de données, par le biais de votre expert, pour essayer de comprendre, d'où proviennent les inégalités que vous pouvez constater sur le terrain. Par ailleurs, vous avez un référent du CSE, qui, a vocation, à traiter de la prévention en matière d'agissements sexistes et de harcèlement, qui effectivement est au plus proche du terrain, peut recevoir, des salariés qui, seraient victimes de discrimination au sein de votre entreprise, qui sont une source d'informations, inépuisables, lorsque ces référents ont les bons moyens pour, accéder effectivement, aux problématiques de l'entreprise et donc aux salariés. Et donc effectivement, qu'il ne faut pas hésiter à solliciter pour obtenir de l'information sur les problématiques rencontrées, sur le terrain par les salariés. Vous avez également la commission égalité professionnelle et la commission SSCT qui sont mises en place dans les entreprises, il me semble de plus de 300 salariés, qui peuvent avoir effectivement, vocation à, produire des recommandations au CSE, et donc à suivre, évaluer, les plans d'action qui peuvent être mis en œuvre, heu, les accords, l'application des accords qui ont été signés, et à en proposer des améliorations, dans les, pour les prochaines sessions. C'est ça, juste un complément sur la commission SSCT, hein, effectivement, elle est obligatoire pour les plus de 300. Ça ne veut pas dire qu'elle ne veut pas être mise en Non. place dans les moins de 300. Et là, on se permet de vous sensibiliser aussi, parce que c'est un peu la période, dans le cadre des élections professionnelles, hein, de négocier un accord de dialogue social, de fonctionnement, qui prévoit des moyens spécifiques pour la CSCT. Parce que le Code du travail, en fait, oblige l'employeur à mettre en place une CSSCT dans les plus de 300, mais il ne donne aucun moyen, notamment en termes d'ordre de délégation spécifique, alors qu'on voit bien que c'est un outil extrêmement utile, et avec des élus spécialisés sur le champ, bien entendu, de l'égalité professionnelle et des conditions de travail en général.
Exactement et d'ailleurs, j'en profite, hein, puisque je vois la question qui est posée, à l'instant, donc je vais y répondre immédiatement. Mais sur le référent, en matière d'agissement sexiste et de harcèlement, c'est la même chose, hein. Il n'y a pas de moyens qui sont, heu, prévus par la loi pour, que ces, personnes puissent exercer leur rôle de référent du CSE. Par moyens, ça peut aller, des choses les plus triviales comme, des moyens de communication, faire en sorte que, le nom du référent, son contact, les moyens de le contacter effectivement, soit communiqué au sein de l'entreprise, que ce référent ait lui-même la possibilité de contacter, les différentes personnes de l'entreprise pour, leur signaler qu'il existe, tout simplement. Ça peut également aller un petit peu plus loin comme, des moyens, en termes de temps accordé, hein, de temps accordé spécifiquement pour l'exercice de ce rôle puisque, encore une fois, rien n'est prévu par la loi à ce sujet. Et pour aller encore plus loin, des moyens budgétaires pour permettre à ce référent de mettre en place, des actions, pourquoi pas des actions de formation ou de sensibilisation qu'il animerait lui-même auprès, de managers, de salariés, et cetera. Heu et bref, voilà, on peut en fait, le référent aujourd'hui, c'est une personne désignée, mais qui, n'a aucun moyen, prévu par la loi, et pour lequel il faut, prévoir des moyens d'action. Donc effectivement, bah, pour terminer, hein, vous l'avez compris, je pense que le message, est passé, mais le diagnostic, c'est vraiment ça qui va vous permettre de choisir, ce qui sera le plus adapté de négocier dans votre accord. Le choix simple, des domaines les plus adaptés à la situation d'entreprise sur lesquels négocier, c'est un thème de négociation. Donc vérifiez, hein, au tout début de négociation que vous disposez des bonnes informations, d'un bon diagnostic qui vous permet de choisir parmi, les 9 domaines, de négociation qui sont présentés ici, lesquels seront les plus favorables à l'amélioration de l'égalité au sein de votre entreprise. Encore une fois, pour rappel, dans les entreprises de plus de 300 salariés, on a, 4 domaines obligatoires à négocier, dont la rémunération effective. Et dans les entreprises de moins de 300 salariés, c'est 3 domaines qui sont obligatoires, encore une fois, dont la rémunération effective. Et c'est seulement, une fois que ce diagnostic sera posé, une fois que vos domaines de négociation seront choisis, que vous pourrez, avant de négocier, hein, déterminer quels sont les objectifs réalistes, mais bien sûr ambitieux, que vous voulez, voir apparaître dans cet accord égalité professionnelle. Imaginons, que dans votre entreprise, vous avez, 20 de femmes, vous souhaitez atteindre la parité. Vous pouvez vous donner comme objectif, d'ici à 5 ans à, atteindre, 50 5 ans, 10 ans, atteindre 50 de votre effectif, qui soit un effectif féminin. Ces objectifs vous permettront de déterminer des actions, ciblées et concrètes. Alors pourquoi pas, dans le cas, que je viens de citer ici comme exemple, hein, proposer un certain, volume de recrutement de femmes, qui augmente au fur et à mesure des années, ça c'est votre action ciblée et concrète. Pourquoi pas recourir, à des cabinets de recrutement qui soient spécialisés, dans, les questions, imaginons de reconversion, qui vous permettent, notamment de faire venir des femmes sur des métiers plus techniques. Ça, ce sont des actions ciblées concrètes. Et parmi, une fois que vous aurez déterminé ces actions ciblées et concrètes, ben, définissez évidemment, vos indicateurs de suivi, qui soient précis, non équivoques et stables dans le temps, hein. Ça, on reprend effectivement l'esprit de la loi sur le plan d'action qui doit être, appliqué par la direction dans le cas de l'échec d'une négociation. Et parmi les, dans l'exemple, hein, que je vous citais ici, vous pouvez déterminer bien sûr des indicateurs de suivi, bah, la part de femmes parmi les recrutements, la part des femmes au sein de votre effectif, mais pourquoi pas aussi aller plus loin. Demander à obtenir le nombre de CV de femmes que vous avez reçus, les plateformes sur lesquelles les annonces ont été publiées, le nombre de femmes reçues en entretien, le nombre de femmes acceptées, à l'issue de ces entretiens et surtout les motifs pour lesquels, ces femmes auraient été, refusées une fois le processus déployé. Bref, n'hésitez pas, les indicateurs de suivi, c'est vraiment ce qui vous permettra de poser le diagnostic, de demain pour le prochain éventuel plan d'action. Et faire en sorte effectivement que, l'égalité puisse progresser au sein de votre entreprise. Je laisse le mot de la fin? On va on va enfin, en synthèse, hein, je pense qu'on répète beaucoup les choses, hein, mais effectivement, c'est pas la répétition peut-être qu'on peut être le plus pédagogue, hein, on insiste encore effectivement, bah, sur cette question du diagnostic, hein. Sans diagnostic, je pense qu'il serait vain finalement de négocier, hein, et c'est bien une obligation à minimum de la direction de vous produire ce diagnostic. Après effectivement, vous avez vous-même des moyens, hein, via le CSE,
via éventuellement une expertise, hein, d'avoir votre propre diagnostic ou en tout cas de vérifier ce diagnostic. Mais effectivement, sans ce préalable, voilà, la négociation pourrait se révéler relativement stérile. Donc on l'a vu, hein, la question des domaines, des objectifs, on ne va pas revenir là-dessus, et aussi effectivement des indicateurs de suivi et du suivi. Voilà, un accord égalité professionnelle, c'est un accord qui vit. Hein, il se fixe des objectifs et tous les années, effectivement, on va les vérifier au moins tous les années et on s'adapte. Les situations évoluent, donc l'idée c'est que ce ne soit pas figé dans le marbre. Encore une question, aussi un point là-dessus, c'est que aujourd'hui, depuis la REPSAMEN, à défaut, les accords ont une durée de vie de 4 ans. Donc, il y a aussi ça en tête, de toute façon, prévoir au-delà de ces 4 ans, de toute façon, une remise un peu à plat. Et dans cette période intermédiaire, de pouvoir chaque année évaluer l'état d'avancée des plans d'action définis. Voilà, après l'accord, on va dire, après la négociation, finalement, l'accord ne résout pas tout. Hein. Effectivement, l'égalité professionnelle est une problématique ou un sujet plutôt systémique hein, dans l'entreprise. On l'a vu, l'accord ne règle pas tout. Il intègre la question notamment des rémunérations hein, qui font l'objet d'autres négociations, du temps de travail, de la gestion des emplois et des parcours professionnels, hein, l'accord GEPP, voilà, et tout type de négociation ou tout type de sujet dont vous devriez vous emparer, soit en tant que CSE, soit en tant qu'organisation syndicale amenée à négocier. Voilà un petit peu sur cette conclusion. Ce qu'on vous propose là, c'est encore, il nous reste à peu près 5 minutes, je 5 crois. minutes de questions, voilà. Ouais. Pour répondre encore à vos questions. Si on va reprendre, je crois qu'il y avait une question sur la commission de suivi, ouais. Sur la question de la commission de suivi. Alors, on imagine que c'est par rapport aux indicateurs de l'index EGAPRO. Je pense des indicateurs de l'accord, hein, même. Voilà, donc c'est deux choses différentes. Hein. Dans le cadre de l'index, il y a bien une obligation de produire l'index et le détail du calcul devant le CSE. Hein. Donc je dirais dans ce cadre-là, l'instance un peu de suivi, c'est le CSE. Après, éventuellement, il peut être possible, dans le cadre d'un accord, hein, de déterminer une commission de suivi spécifique sur l'indicateur. Pour ce qui est du suivi de la négociation, on l'a dit, hein, il nous paraît être extrêmement important pour qu'encore une fois l'accord soit vivant et soit productif. Donc, c'est quelque chose à définir. Hein, sur quelle modalité, dans quel rythme cette commission se réunit, quels sont les indicateurs qu'elle va suivre, etc. Mais là, on vous engage effectivement sur ce point-là à être le plus précis possible. Merci Eric. Ce sera avec plaisir qu'on pourra travailler avec vous sur la thématique. Bon, évidemment, on va vous adresser hein, la présentation, dans laquelle d'ailleurs vous aurez nos coordonnées hein, à Eve et à moi. Donc, effectivement, n'hésitez pas à nous solliciter sur ce sujet-là. Voilà, ce sera avec plaisir qu'on vous répondra. Hein. C'est un sujet, enfin, je pense qu'avec Eve, nous, on est voilà, très engagés sur cette thématique-là et on aura à cœur de vous accompagner sur ce sujet. Bien, merci pour vos petits mots. Bon, écoutez, je pense effectivement, si vous n'avez pas d'autres questions ou si vous préférez effectivement échanger avec nous de manière voilà, individuelle, évidemment, Olivier et moi-même, nous tenons disponibles et nous vous envoyons la présentation dans les plus brefs délais. Bien, très bonne journée à tous. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Merci Anne. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.